Le monde de l'énergie vient de se prendre un véritable électrochoc. Ah oui, le mot est faible, hein. Vraiment. Hier, on était le lundi 9 mars 2026 et la barre symbolique des 100 $ le baril de pétrole a été franchie. Et avec une brutalité assez rare sur les marchés, il faut le dire. C'est ça. C'est un niveau de prix absolument inédit depuis près de 2 ans en fait. Exactement. Et c'est un seuil qui redessine instantanément la carte des équilibres économiques mondiaux. Donc, bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour décortiquer ça. La mission d'aujourd'hui, elle s'appuie sur une série d'articles récents, des articles vraiment percutants qui dissèquent cette soudaine crise énergétique. Hmm. Et l'objectif, c'est d'explorer l'effet domino de ces récentes tensions sur l'économie globale. Et aussi de mettre en lumière comment un pays en particulier, Oui, l'Algérie. comment l'Algérie, par sa position géographique, se retrouve propulsée au centre absolu de l'échiquier stratégique mondial. Mais avant d'aller plus loin et d'analyser les dynamiques de marché, il est vraiment indispensable de poser un cadre formel sur le contexte de ces bouleversements. Oui, c'est crucial. Les sources que nous examinons aujourd'hui traitent des conséquences d'un conflit géopolitique majeur. La guerre qui a éclaté le 27 février dernier. C'est ça. Un conflit opposant les États-Unis et Israël d'une part, à l'Iran d'autre part. Et il est d'ailleurs primordial de préciser ici que cette émission ne prend absolument aucun parti dans ce conflit. Tout à fait, on reste neutre. Il n'y a ici aucune caution apportée à une quelconque opinion politique, diplomatique ou même militaire. L'approche qu'on adopte se veut strictement et exclusivement factuelle. On analyse les données, un point c'est tout. Exactement. L'analyse se concentre uniquement sur les répercussions économiques, les fluctuations des marchés financiers et les reconfigurations énergétiques, telles qu'elles sont documentées dans les textes sources. C'est vraiment une lecture macroéconomique d'une situation géopolitique, sans la moindre prise de position. Cette neutralité rigoureuse, elle permet d'observer les données avec la distance requise. Et les données actuelles sont d'une ampleur qui se passe de tout commentaire idéologique pour le coup. La réaction des marchés face à cet embrasement régional a été immédiate et fulgurante. D'accord. Décortiquons tout cela. Si l'on retrace la chronologie des 10 derniers jours, l'accélération elle est vertigineuse. Oui, c'est le grand lit. Le conflit démarre le 27 février. Les marchés digèrent l'information pendant quelques séances, avec une très forte volatilité. Et hier, lors de la cotation du lundi 9 mars, c'est l'embrasement. Totalement. Le Brent, qui sert de référence mondiale et particulièrement de référence pour le pétrole algérien, a clôturé autour de 106 $ le baril. C'est massif. Ça représente une hausse de près de 14% par rapport à la fin de la semaine précédente. Et les sources soulignent un détail encore plus révélateur de la psychologie des traders, en fait. Dans les premières heures d'ouverture, les algorithmes et les achats de panique ont propulsé les cours vers un pic frôlant les 120 $. 120 $, oui, c'est fou. Avant qu'une légère correction ne ramène le prix vers les 106 $. Le brut américain, le WTI, a lui aussi franchi la barre des 103 $. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique même de cette flambée. Quand on observe ce pic intrajournalier à 120 $, on assiste à la monétisation instantanée de la peur. La monétisation de la peur, c'est une bonne formule. Mais c'est exactement ça. Les marchés ne valorisent pas le pétrole qui manque aujourd'hui, ils valorisent l'angoisse d'une rupture physique des approvisionnements demain. C'est le retour du spectre des grands chocs pétroliers. Absolument. Et la hausse parallèle du WTI illustre parfaitement la fongibilité totale du marché mondial de l'énergie. C'est un point essentiel à clarifier, je pense. On pourrait se dire, naïvement, que les États-Unis, qui sont devenus le premier producteur mondial, seraient isolés de ce choc. Oui, beaucoup de gens le pensent. Mais le pétrole est une matière première mondialisée. Si le prix du Brent flambe en Europe ou en Asie, les producteurs américains vont naturellement chercher à exporter leur production pour capter cette prime internationale. Exactement. Ce qui réduit l'offre domestique américaine et tire mécaniquement le prix du WTI vers le haut. C'est le principe des vases communicants, au final. Et il faut rappeler pourquoi c'est important, ce n'est pas juste une histoire de traders dans des salles de marché. Loin de là. Ces écrans de cotation traduisent une réalité très concrète qui percute immédiatement l'économie réelle. Ces chiffres dictent l'inflation structurelle. Ça dicte le prix à la pompe, les factures de chauffage. Les coûts logistiques, le transport maritime, la production agricole, tout le tissu industriel absorbe ce choc tarifaire de plein fouet. Pour saisir la racine de cette panique tarifaire, il faut se tourner vers la géographie physique des flux d'hydrocarbures. La fixation du prix ne dépend pas uniquement des volumes extraits du sous-sol. Non, ça dépend de la logistique. Voilà, de la capacité à acheminer ces volumes vers les centres de consommation et surtout en toute sécurité. C'est qui nous amène directement à la question du goulot d'étranglement géopolitique par excellence. Le fameux. Le détroit d'Ormuz. Il est
est au cœur de toutes les analyses de risque actuelles. Pour donner une image, imaginez une autoroute à voie unique où transite tout le carburant d'une région entière. C'est une très bonne analogie. C'est ça le détroit d'Ormuz. Environ 20% du commerce mondial de pétrole transite chaque jour par ce bras de mer qui fait seulement quelques dizaines de kilomètres de large. C'est minuscule à l'échelle mondiale. C'est une concentration des flux d'une densité unique au monde. Et il y a aussi une part gigantesque du GNL, le gaz naturel liquéfié, destiné au marché asiatique et européen, qui y passe. La vulnérabilité structurelle est absolue. Avec l'escalade militaire dans le Golfe, ce n'est plus seulement une question de barils, c'est une question d'assurance maritime. L'assurance, oui, on n'y pense pas toujours. Mais c'est le nerf de la guerre. Le marché londonien de l'assurance maritime réévalue instantanément le risque. Les primes de risque de guerre explosent en ce moment. On parle de sommes astronomiques. Ah oui, on parle de navires supertankers, les VLCC, qui transportent des cargaisons d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Rien que la cargaison. Si la zone est déclarée à haut risque, les armateurs peuvent tout simplement refuser d'y envoyer leur flotte. Ou alors les coûts d'assurance deviennent tellement prohibitifs qu'ils se répercutent en cascade sur le prix final de la molécule livrée. C'est exactement ce qui se passe. Et la logistique maritime, elle est d'une rigidité implacable. Dérouter en navire, lui faire contourner un continent entier, ça ajoute des semaines de transport. Ça consomme plus de carburant. Et ça mobilise une flotte qui manque cruellement ailleurs, ce qui fait flamber les taux de frais mondiaux de manière globale. La tension monte car les pays fortement industrialisés n'ont pas des mois de réserves stratégiques devant eux pour pallier une interruption prolongée de ce corridor. Cela soulève une question importante. Comment les nations importatrices redéfinissent-elles leur sécurité énergétique face à une infrastructure mondiale aussi fragile ? C'est le casse-tête actuel. La quête de résilience devient la priorité numéro 1 des chancelleries européennes et asiatiques. S'isoler d'un risque géopolitique capable de paralyser un 15e de l'offre mondiale exige une configuration complète des partenariats stratégiques. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les textes sources mettent en lumière un changement de paradigme où un acteur régional se retrouve propulsé dans une position de force inédite. L'Algérie. L'Algérie. La géologie a doté le pays d'immenses réserves de gaz naturel et de brut. Mais dans ce nouveau contexte, ce n'est plus l'ampleur des réserves qui prime, c'est l'architecture de livraison. C'est la façon de les livrer qui change tout. L'avantage structurel majeur de l'Algérie, celui qui redéfinit son poids diplomatique en ce mois de mars 2026, repose sur ses infrastructures fixes. La clé réside dans les gazoducs et les oléoducs. Le réseau algérien offre une connexion directe, physique et ininterrompue vers le sud de l'Europe. On pense tout de suite au gazoduc Transmed. Oui, le Transmed qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, ou encore au Medgaz qui approvisionne directement l'Espagne en traversant la Méditerranée. Et là, la différence avec le transport maritime est flagrante. Complètement. Contrairement aux flottes de méthaniers et de supertankers qui naviguent dans des zones de haute tension, ces infrastructures sous-marines offrent un niveau de sécurité qui s'échange aujourd'hui à prix d'or sur les marchés mondiaux. Le contraste avec la fragilité maritime qu'on évoquait plus tôt, il est saisissant. Les acheteurs n'ont plus à s'inquiéter de la piraterie, Ni d'un éventuel blocus naval. dans des détroits à l'autre bout du monde, ni des fluctuations délirantes des primes d'assurance qu'on disait tout à l'heure, qui changent du jour au lendemain. Le gaz et le pétrole coulent en continu, à l'abri des soubresauts militaires lointains. La proximité géographique, couplée à ces liaisons physiques directes, c'est devenu la monnaie la plus forte dans la diplomatie de l'énergie. Sans aucun doute. L'Algérie commercialise aujourd'hui bien plus qu'une simple molécule de métal ou un baril de brut. Elle commercialise un actif stratégique majeur. La prévisibilité. La prévisibilité, voilà. Et les retombées pour l'économie algérienne sont colossales. Un baril stabilisé au-dessus des $100 génère une manne de devises étrangères d'une ampleur considérable. Les revenus explosent. Les revenus d'exportation de Sonatrach, la compagnie nationale, gonflent mécaniquement. Les sources évoquent une fenêtre de tir historique pour relancer l'investissement interne. C'est un afflux de liquidités qui tombe à pic. Et ça permet non seulement de moderniser l'appareil de production d'hydrocarbures pour accroître les capacités de pompage, mais aussi de financer des projets d'infrastructures domestiques à grande échelle. L'équilibre macroéconomique du pays s'en trouve consolidé du jour au lendemain. Et au-delà des liquidités, c'est le positionnement géopolitique qui subit une mutation profonde. On change de dimension. L'Algérie transcende son rôle de fournisseur régional pour s'imposer comme le pilier incontournable de la sécurité énergétique de l'Europe du Sud. L'évaluation de la fiabilité des partenaires commerciaux a radicalement changé. C'est clair.
Il ne s'agit plus de chercher le prix spot le plus bas, mais de garantir l'acheminement physique de l'énergie. Et de nombreux observateurs soulignent que cette redéfinition des rapports de force n'est pas un phénomène éphémère. Ce n'est pas lié à un pic de volatilité de quelques semaines. C'est du long terme. C'est bien une réévaluation structurelle de long terme de la sécurité d'approvisionnement. Si on regarde le revers de la médaille maintenant, pendant que l'Algérie voit ses revenus grimper, l'Europe souffre. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, il est crucial d'observer l'autre extrémité de ces gazoducs. Oui, la réception. Le continent européen accuse le coup avec une violence inouïe. La rente accumulée par les pays producteurs se traduit par un choc d'appauvrissement massif pour les pays importateurs. L'Europe se retrouve prise en étau dans une crise dont elle ne maîtrise absolument pas les ressorts géopolitiques. Le poids sur le tissu économique européen est écrasant. Les sources décrivent une pression inflationniste généralisée. Le prix du gaz naturel explose sur les marchés de gros européens. Et ça entraîne avec lui les prix de l'électricité. Fatalement, puisque de nombreuses centrales thermiques, qui sont indispensables pour équilibrer le réseau européen, fonctionnent au gaz. C'est le retour du cauchemar industriel que l'Europe a connu en 2022. Les secteurs énergo-intensifs sont en première ligne. La chimie, la métallurgie. L'industrie chimique européenne, de la pétrochimie à la production d'engrais, elle utilise le gaz non seulement pour chauffer ses fours, mais surtout comme matière première. Une molécule hors de prix, c'est la rentabilité de bassins industriels entiers, notamment en Allemagne, qui s'effondrent. Et la menace s'étend rapidement au-delà de l'industrie lourde pour toucher directement la consommation des ménages. Le consommateur final paie l'addition. Une facture énergétique qui double ou qui triple, c'est un pouvoir d'achat qui fond avec des risques immédiats de grogne sociale. L'équation politique devient intenable pour les gouvernements européens. On le voit bien. L'urgence économique force une diplomatie de crise. Les chancelleries n'ont plus le luxe du temps ou des négociations prolongées. Il faut agir vite. On assiste d'ailleurs à un véritable ballet diplomatique vers Alger. Les délégations européennes, avec les Italiens et les Espagnols en tête, se succèdent pour sécuriser des volumes additionnels. Le but est de s'extraire de la volatilité des marchés spot à court terme en verrouillant des contrats d'approvisionnement de gré à gré sur plusieurs années. L'Europe achète de la stabilité à n'importe quel prix. La diplomatie énergétique tourne à plein régime pour s'assurer de remplir les installations de stockage avant le prochain cycle hivernal. La carte de la proximité l'emporte sur toutes les autres considérations stratégiques. C'est fascinant. Qu'est-ce qui retient l'attention dans toute cette histoire ? C'est quand même assez frappant. Ce qui retient l'attention, c'est la nature profondément tangible des rapports de force internationaux. Tangible, c'est le mot. Reste soumise aux dures lois de la physique et de la géographie. À des tuyaux, en fait. C'est ça, un tube d'acier de quelques dizaines de centimètres de diamètre, reposant sur le fond de la mer Méditerranée, possède aujourd'hui plus de poids diplomatique que des années de négociations commerciales classiques. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? En analysant les textes et les données de ce début mars 2026, un constat très clair émerge. Le monde assiste à une recomposition accélérée de son architecture énergétique. Les cartes sont rebattues. Les centres de gravité historiques vacillent, le Moyen-Orient, bien que disposant des réserves les plus massives de la planète, voit son influence entravée par ses propres vulnérabilités logistiques. Et la menace constante qui pèse sur ces détroits vitaux. Face à ce risque asymétrique, l'influence géopolitique se déplace inexorablement vers des zones plus stables et surtout physiquement arrimées aux bassins de consommation, comme la Méditerranée et l'Afrique du Nord. L'Algérie incarne parfaitement ce basculement spectaculaire. Elle prouve que la géographie des infrastructures dicte désormais les règles d'or de la sécurité globale. C'est vraiment l'enseignement principal de cette crise. Mais il y a un corollaire intellectuel particulièrement stimulant à cette situation. Ah oui, lequel ? Si une perturbation ciblée sur un goulot d'étranglement fossile comme Hormuz suffit aujourd'hui à redessiner la hiérarchie des puissances mondiales et à conférer un pouvoir immense aux pays disposant d'infrastructures sécurisées, il faut se projeter sur la prochaine décennie. Vers la transition énergétique ? Exactement. Avec l'accélération phénoménale de la transition, les pipelines et les détroits pétroliers perdront progressivement de leur centralité. Logiquement, oui. Mais l'histoire bégaye souvent. De nouveaux goulots d'étranglement vont inévitablement se former. La géopolitique de demain ne se jouera plus autour du détroit d'Ormuz, mais autour du contrôle des chaînes d'approvisionnement en métaux critiques. Le lithium, le cobalt. Voilà, les pays maîtrisant l'extraction du lithium, le raffinage du cobalt ou la production des terres rares détiendront exactement le même pouvoir d'influence que les producteurs d'hydrocarbures d'aujourd'hui. Les câbles sous-marins de transport d'électricité propre remplaceront les gazoducs comme un instrument de puissance.
L'humanité pense s'affranchir de la géopolitique du pétrole, mais elle s'apprête peut-être simplement à basculer dans une nouvelle dépendance géographique tout aussi complexe. C'est une ironie fascinante quand on y pense. Croire échapper au piège de la géographie des énergies fossiles pour tomber directement dans ceux des métaux rares et des technologies de batterie. C'est un cycle sans fin. La carte de la puissance mondiale est en perpétuelle mutation. Il est donc essentiel de toujours garder un œil sur les cartes géographiques pour comprendre les soubresauts économiques à venir. Toujours revenir à la carte. C'est ici que s'achève l'exploration de ces bouleversements stratégiques pour aujourd'hui. Prendre le temps d'analyser les forces profondes qui s'agitent sous l'écume de l'actualité, ça reste la meilleure façon d'appréhender le monde de demain. L'exercice de déconstruction des dynamiques mondiales est toujours un effort nécessaire. Décrypter les infrastructures et les flux commerciaux permet de lire l'avenir avec un peu plus de clarté. La géographie ne cesse de prendre sa revanche sur la finance et laissons ces questions ouvertes pour l'avenir. C'est le mot de la fin pour cette analyse. À très bientôt pour continuer à explorer et décortiquer les enjeux complexes de notre époque.